J'ai acheté ce costume il y a 7 ans. Un bleu marine pris sur un cintre dans un grand magasin, aux Galeries Lafayette, pendant une période de déstockage. Les épaules me serrent un peu maintenant. Et il y a cette petite tache de café sur la manche gauche qui n'est jamais tout à fait partie, mais il est propre, repassé, et c'est le seul que je possède. Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes de Léa à l'École nationale supérieure d'architecture. Elle sort major de sa promotion avec les félicitations du jury. J'attendais ce jour depuis qu'elle avait 8 ans, lorsqu'elle s'asseyait à la table de notre cuisine pour construire des maisons avec des cure-dents et de la colle. La cérémonie a lieu dans le grand auditorium. Je suis arrivé 30 minutes en avance, serrant contre moi le bouquet de tournesols que j'ai récupéré ce matin. Les tournesols étaient les fleurs préférées de sa mère. Juliette aurait été si fière. J'aurais tellement voulu qu'elle voie ça. Une femme en tailleur impeccable me dirige vers la zone des places assises. Au premier rang, dit-elle, section famille. Je remonte l'allée et c'est là que je les vois. 2 personnes que je n'ai vues que sur des photographies que Léa garde cachées au fond d'un tiroir. Grégoire de Beaumont, son père biologique. Grand, les cheveux poivre et sel, portant un costume qui coûte probablement plus cher que mon utilitaire. À côté de lui est assise une femme plus âgée, Solange de Beaumont, la grand-mère de Léa, des diamants au poignet, des perles autour du cou, ce genre de richesse qui s'affiche sans dire un mot. Ils n'ont jamais rencontré Léa, pas une seule fois en 20 ans. Je trouve mon siège réservé au premier rang. Il y a un petit carton sur la chaise, du genre de ceux qu'on utilise pour marquer les places réservées lors des événements mondains. Je le ramasse. Thomas Morel, beau-père non diplômé tuteur temporaire. Je le relis 2 fois. Les mots ne changent pas. Grégoire me jette un regard, puis regarde le carton dans ma main. Il se penche vers sa mère et lui murmure quelque chose. Solange sourit, ce genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Elle me dévisage de haut en bas. Mon costume de prêt-à-porter. Mes chaussures de travail éraflées que j'ai essayé de cirer ce matin. Les cales sur mes mains que 20 ans de menuiserie ont laissées derrière elles. Les places réservées sont très spécifiques aujourd'hui, dit Grégoire assez fort pour que je l'entende. Les places d'honneur sont destinées à ceux qui ont le pédigré et les titres. Solange ajuste son collier de perles. On reconnaît toujours l'éducation, ou son absence. Je regarde le carton. Tuteur temporaire, comme si j'étais un étranger nommé par le tribunal, venu pour toucher un chèque et reparti une fois la mission terminée. C'est moi qui ai élevé Léa, qui ai changé ses couches à 2 heures du matin, qui lui ai appris à faire du vélo, qui ai fait des doubles services à l'atelier et travaillé les week-ends à restaurer des meubles anciens pour qu'elle puisse s'inscrire au stage d'architecture d'été au lieu de rester à la maison. J'ai refusé 3 promotions au fil des ans parce qu'elles auraient impliqué des déplacements, et je ne voulais pas manquer ces spectacles d'école ou ces réunions parents-professeurs. Je n'ai jamais demandé un seul centime au Beaumont, pas un seul. Ils ont envoyé un chèque une fois, quand Léa avait 10 ans. 5 000 € avec un mot qui disait « pour les frais de l'enfant ». Je le leur ai renvoyé le jour même. Autour de moi, l'auditorium se remplit de familles. Des mères qui pleurent de joie. Des pères qui ajustent leurs appareils photo, des frères et sœurs qui tiennent des ballons. Tout le monde ici célèbre quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qu'il a élevé, quelqu'un pour qui il s'est sacrifié. Je baisse les yeux sur mon costume, les épaules étriquées, la tache de café, les chaussures qui détonnent. Grégoire murmure à nouveau à Solange. Ça sent la sueur, n'est-ce pas? Elle rit doucement, couvrant sa bouche d'une main gantée. Je me lève. C'est le jour de Léa. Son moment de gloire. Elle a travaillé si dur pour ça. Elle n'a pas besoin que l'on se souvienne de sa remise de diplôme comme du jour où son beau-père était assis au premier rang en ayant l'air de ne pas être à sa place pendant que sa famille biologique le jugeait. Je peux regarder de l'arrière ou de l'extérieur, n'importe où sauf ici, où ma présence pourrait jeter une ombre sur son moment de lumière. Je commence à marcher vers l'allée en tenant mes tournesols, essayant de me dépêcher avant que la cérémonie ne commence. C'est alors que j'entends sa voix dans les haut-parleurs. « Papa, s'il te plaît, reste. » Tout l'auditorium devient silencieux. Je suis à mi-chemin de l'allée quand j'entends des pas derrière moi. Rapide et déterminé. Léa n'est plus au pupitre. Elle marche droit vers moi, sa toche de diplômée flottant derrière elle, son mortier toujours sur la tête. Le directeur de l'école se tient au micro avec un air confus. 200 personnes nous regardent.
Elle m'atteint et me prend les tournesols des mains. Ils sont magnifiques. Maman les aurait adorés. Léa, j'allais juste, je sais ce que tu faisais. Elle regarde derrière moi vers le premier rang, vers Grégoire et Solange. Son regard se durcit et je sais pourquoi. Elle se retourne et redescend l'allée, pas vers la scène, mais vers le premier rang où sont assis les Beaumont. Elle s'arrête juste devant eux. Vous devez bouger, dit-elle. Sa voix est calme, limpide. Solange sille. Pardon? Ces places, elles ne sont pas à vous. Bougez. Grégoire se lève lentement. Léa, nous sommes ta famille. Ta grand-mère a pris l'avion depuis, vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des gens qui partagent un peu d'ADN avec moi. Il y a une différence. Elle désigne une section 3 rangs plus derrière. Il y a des places vides là-bas. Prenez-les. L'auditorium est dans un silence absolu. Le visage de Solange devient rouge, mais elle se lève, ramassant son sac à main de ses mains tremblantes. Grégoire la suit, la mâchoire serrée. Il se déplace vers la section du fond sans un mot de plus. Léa revient vers moi, me prend la main et me conduit au premier rang, au siège central, juste à côté de l'endroit où le directeur de l'école est censé s'asseoir. C'est ici que tu dois être, dit-elle doucement. Elle me tend son mortier et monte sur scène. Le directeur s'écarte, lui laissant le micro. Elle déplie un morceau de papier, le regarde pendant 3 secondes, puis le pose. J'avais écrit un discours, commence-t-elle. Il parlait de fondation et de structure. De la façon dont les bâtiments ont besoin d'un sol solide pour tenir debout, mais je ne vais pas le lire. Elle me regarde directement. Quand j'avais 7 ans, ma mère est morte. Un cancer. J'ai vu mon père cumuler 2 emplois, s'occuper d'elle, et être présent à absolument chaque événement de mon école. Après son décès, des gens lui ont dit de m'envoyer dans la famille de mon père biologique. Ils avaient de l'argent, des ressources, des nounous. Il aurait pu reprendre sa vie. Sa voix ne tremble pas. Il a dit non. Il m'a dit qu'une structure n'est solide que si ses fondations le sont, et qu'il avait déjà construit les nôtres. Nous n'avions pas besoin de leur argent. Nous n'avions pas besoin de leur nom. Nous avions quelque chose de mieux. Nous avions l'un l'autre. Et nous avions nos mains. Elle lève ses propres mains. Ses mains ont appris à dessiner des plans sur la table de notre cuisine. Ses mains ont appris que le travail acharné n'est pas une honte. Mon père n'est jamais allé à l'université. Il n'en avait pas besoin. Il a appris l'architecture en construisant réellement les choses, en comprenant le bois, la pierre et l'acier de l'intérieur. Solange s'agite sur son siège, 3 rangs plus loin. Grégoire fixe l'horizon. Ce diplôme porte mon nom de famille. Morel, pas de Beaumont, parce que je ne suis pas une de Beaumont. Je ne l'ai jamais été. Je suis la fille de mon père, et tout ce que j'ai construit a commencé sur les fondations qu'il m'a données. Les applaudissements commencent lentement, puis s'intensifient. Quelqu'un à l'arrière se lève, puis un autre, puis tout l'auditorium. Léa descend de la scène et vient droit vers moi. Elle s'assoit sur le siège à côté du mien. Le directeur revient au micro. Je crois que cela conclut les discours des étudiants. Procédons à la remise des diplômes. Léa se penche et murmure, j'ai vu le carton. Celui sur ton siège. Ça n'a pas d'importance, lui dis-je. Si, ça en a. La cérémonie continue. Les noms sont appelés. Quand le nom de Léa est annoncé, elle traverse la scène, serre la main du directeur et brandit son diplôme vers moi, pas vers les Beaumont. Quand c'est fini, les gens viennent la féliciter. Des professeurs, des camarades de classe, leurs familles. Léa me présente à chacun d'entre eux comme son père. Pas son beau-père, pas son tuteur, son père. Grégoire et Solange se tiennent près de la sortie, observant la scène. Ils ne s'approchent pas. Solange a l'air de vouloir disparaître. Le visage de Grégoire est de marbre. Alors que nous partons, Solange s'avance, bloquant notre chemin. Son sourire est revenu, mais il est forcé. Léa, ma chérie, nous devrions parler de ton avenir. Maintenant que tu es diplômée, il y a des opportunités. Non, merci. L'entreprise de ton père pourrait, j'ai dit non. La voix de Léa est polie, mais sans appel.
J'ai déjà des projets avec mon père. Les yeux de Solange se tournent vers moi, puis reviennent sur Léa. Tu fais une erreur. Notre famille peut t'offrir des choses qu'il ne pourra simplement jamais te donner. Léa sourit. Vous avez raison. Vous pouvez m'offrir des choses qu'il ne peut pas. Un nom de famille dont je ne veux pas, de l'argent dont je n'ai pas besoin, et une famille qui ne se manifeste que lorsque c'est opportun. Elle prend mon bras et nous passons devant eux pour franchir les portes de l'auditorium et sortir au soleil. Sur le parking, Léa laisse enfin échapper un long soupir. J'ai envie de dire ça depuis environ 10 ans. Tu n'étais pas obligé. Si, je l'étais. Ils n'ont pas le droit de débarquer et de faire semblant. Plus maintenant. Mon utilitaire est garé tout au fond. Nous commençons à marcher vers lui. Avant que je puisse le déverrouiller, mon téléphone vibre. Un SMS d'un numéro que je ne reconnais pas. Nous devons parler. Demain, 9 h. Bureau de Beaumont et Associés. Cela concerne l'héritage de Léa et ses opportunités futures. Solange de Beaumont. Je montre le message à Léa. Elle le lit et lève les yeux au ciel. Tu vas y aller? Je regarde vers l'auditorium où je vois encore Grégoire et Solange près de leur berline de luxe noire. Ouais, dis-je. J'irai. Voyons ce qu'ils veulent. Les bureaux de Beaumont et Associés sont en centre-ville, au 23e étage d'une tour de verre qui reflète le soleil du matin comme un miroir. Je gare mon utilitaire dans la section visiteur entre une Mercedes et une Tesla. Le hall a des sols en marbre et une réceptionniste qui regarde mes chaussures de sécurité à 2 reprises avant de me demander si j'ai un rendez-vous. Je lui donne le nom de Solange. Elle passe un appel, puis m'oriente vers les ascenseurs. Les portes s'ouvrent sur une réception avec des fauteuils en cuir et de l'art abstrait au mur. Une jeune femme en tailleur me conduit dans un couloir jusqu'à une salle de conférence. Grégoire est déjà là, assis en bout d'une longue table. Solange est assise à sa droite. Il y a 3 autres personnes que je ne reconnais pas. Tous portent des costumes coûteux, tous tiennent des tablettes et des porte-documents en cuir. Monsieur Morel, dit Grégoire en se levant. Il ne me tend pas la main. Merci d'être venu. Vous avez dit que c'était au sujet de Léa. Ça l'est. Asseyez-vous, je vous en prie. Je prends place en face de lui. Solange ne me regarde pas. Elle fixe un dossier devant elle, ses doigts tambourinant sur la table. Grégoire s'éclaircit la gorge. Je vais aller droit au but. Beaumont et Associés fait face à un défi de taille. Nous avons été sélectionnés pour restaurer le palais Montfort, cette structure historique sur la place de la Bourse. Je connais le bâtiment. Construction de la fin du 19e siècle, maçonnerie d'origine, l'une des plus anciennes structures encore debout de la ville. Il est vide depuis 15 ans, protégé par les lois sur les monuments historiques. Le contrat s'élève à 40 millions d'euros, continue Grégoire. Cela assurerait la position de notre entreprise pour la prochaine décennie. Il n'y a qu'un problème. L'un des hommes en costume, un homme aux cheveux gris et aux lunettes cerclées de fer, prend la parole. Le projet nécessite l'approbation d'un consultant d'État. Quelqu'un de certifié dans les techniques de restauration du 19e siècle. Nous avons soumis notre proposition cette fois. Elle a été rejetée cette fois. Solange lève enfin les yeux. Le consultant est anonyme. Nous ne savons pas qui il est. Nous n'avons qu'une adresse email et un numéro de référence de projet. Pas de réunion, pas d'appel téléphonique, juste des rejets écrits. Il signe sous le nom de T. Morel. L'homme aux cheveux gris ajoute, nous avons tout essayé. Contacter la commission du patrimoine, contacter les universités, même engager des enquêteurs. Personne ne connaît son identité. Il évalue les projets à distance, et ses décisions sont sans appel. Grégoire se penche en avant. Sans son approbation, nous perdons le contrat. Sans le contrat, nous perdons l'entreprise. Nous sommes à 3 mois de la faillite. Je ne dis rien. J'attends simplement. Solange ouvre le dossier devant elle. Nous vous disons cela parce que Léa est techniquement une de Beaumont par le sang. Elle a un droit sur l'héritage familial. Qu'elle le veuille ou non, elle ne le veut pas, dis-je. Ce n'est pas la question, la voix de Solange s'aiguise. La question est que cette entreprise appartient à notre famille depuis 3 générations. Si elle s'effondre, cela affecte son héritage,
ses opportunités, son avenir. Grégoire hoche la tête. Nous vous demandons d'encourager Léa à travailler avec nous. Elle est brillante, major de sa promo. Si elle rejoint l'équipe de conception, ajoute sa perspective à la proposition, peut-être que ce consultant finira par l'approuver. Je le regarde. Vous voulez que Léa répare vos erreurs. Nous voulons que Léa fasse partie de l'héritage de sa famille, siffle Solange. Chose que vous avez activement empêchée pendant 20 ans. Je n'ai jamais rien empêché, dis-je doucement. Vous avez envoyé un chèque. Un seul, quand elle avait 10 ans. Vous n'êtes pas venu à ses spectacles d'école. Vous n'avez pas appelé pour ses anniversaires. Vous ne vous êtes pas manifesté quand Juliette était mourante. Vous aviez 20 ans pour faire partie de sa vie. Vous avez choisi de ne pas le faire. La mâchoire de Grégoire se serre. Nous choisissons de le faire maintenant. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Nous sommes venus à sa remise de diplôme. Vous êtes venus parce que vous avez besoin de quelque chose. Solange se lève, sa chaise grinçant sur le sol. C'est inutile. Il ne va pas aider. Attendez. L'homme aux cheveux gris lève une main. Il m'observe attentivement. Monsieur Morel, vous travaillez dans le bâtiment, n'est-ce pas? Restauration, ébénisterie, menuiserie, principalement. Quelques travaux de structure. Avez-vous déjà travaillé sur des bâtiments historiques? Quelques-uns. Lesquels? Je cite 3 projets des 5 dernières années. Des petits chantiers, des monuments locaux, rien de majeur. L'homme aux cheveux gris tape quelque chose sur sa tablette, puis fronce les sourcils. Vous êtes répertorié comme entrepreneur sur la restauration de la maison Harrison. C'était un site protégé au niveau fédéral. Vous auriez eu besoin d'une autorisation pour cela. J'avais l'autorisation. De qui? De la commission du patrimoine. Il tape à nouveau, fait défiler, puis lève les yeux. La signature d'approbation sur ce projet est celle de T. Morel. La pièce devient silencieuse. Grégoire me fixe. Vous le connaissez? Je connais le nom. Pouvez-vous le contacter? Dire un mot en notre faveur. Je me lève. Je ne pense pas que cela va vous aider. Solange contourne la table, bloquant mon chemin vers la porte. Nous offrons à Léa un avenir, une carrière, un héritage. Ne voulez-vous pas cela pour elle? Je veux qu'elle construise son propre héritage, dis-je, pas qu'elle hérite de celui de quelqu'un d'autre. Je passe devant elle, ouvre la porte de la salle de conférence et pars. Dans l'ascenseur qui descend, je sors mon téléphone et ouvre mes emails. Il y a 14 messages dans mon compte professionnel, celui que j'utilise pour les consultations de projet. Le nom du compte est simple, TM. Restauration. L'email le plus récent provient de Beaumont et Associés. Proposition numéro 8. Je ne l'ouvre pas. Je sais déjà que je vais la rejeter. J'envoie l'email à 8 heures le lendemain matin. Court, professionnel. Le même format que j'utilise depuis 20 ans. Proposition rejetée. Les problèmes structurels restent non résolus. Spécification des fondations inadéquates pour les exigences de charge. Choix des matériaux incompatibles avec les normes de préservation. Nouvelle soumission autorisée avec une refonte complète. T. Morel, consultant expert d'État. Puis j'ajoute une ligne de plus. Consultation en personne disponible. Demain, 10 heures. Bureau de Beaumont et Associés. C'est la première fois de ma carrière que je propose une rencontre face à face. La commission ne l'exige pas. La plupart des entrepreneurs préfèrent l'anonymat. Cela garde les choses propres, professionnelles, exemptes de politique et d'intérêt personnel. Mais il ne s'agit plus de garder les choses propres. Léa m'appelle à 9 heures. Tu as vraiment rejeté leur proposition encore une fois? Comment le sais-tu? Solange a appelé. Elle est furieuse. Elle a dit, tu les sabotes. Je fais mon travail. Elle a aussi dit que tu es le consultant qu'ils essaient de joindre. Est-ce vrai? Je ne réponds pas tout de suite. Léa attend. Oui, finis-je par dire. Elle reste silencieuse un long moment. Puis elle rit. Papa, c'est toi qui les rejettes depuis tout ce temps.
Leurs propositions sont nulles. Structurellement fragiles, historiquement inexactes, et conçues pour réduire les coûts au lieu de préserver l'intégrité. Ils n'en ont aucune idée, n'est-ce pas? Ils le sauront demain. Je viens avec toi, dit Léa. Tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Je veux voir leur tête quand ils comprendront. Le lendemain matin, nous arrivons ensemble au bureau de Beaumont et Associés. Même bâtiment, même hall en marbre, même 23e étage. Mais cette fois, je ne suis pas ici en tant que beau-père de Léa. Je suis ici en tant qu'homme qui décide si leur entreprise survit. La réceptionniste me reconnaît de la veille. Elle a l'air confuse quand je lui dis que je suis là pour la réunion de 10 heures avec Grégoire de Beaumont. Monsieur Morel est déjà dans la salle de conférence, dit-elle. Je sais, lui dis-je. Léa sourit. Nous marchons dans le couloir. La porte de la salle de conférence est fermée. À travers les parois de verre, je peux voir Grégoire, Solange et au moins 8 autres personnes, des avocats, des architectes, des consultants. Ils sont tous debout autour de la table, regardant des plans et discutant de manière urgente. J'ouvre la porte. Tout le monde s'arrête de parler. Grégoire lève les yeux, l'agacement se lisant sur son visage. Monsieur Morel, nous sommes au milieu d'une réunion très importante. Si vous avez besoin de parler à Léa, vous devrez attendre. Je ne suis pas ici pour Léa, dis-je. Je marche vers le bout de la table et pose ma sacoche en cuir usé, celle que je transporte sur chaque chantier depuis 15 ans. Je suis ici pour la consultation de 10 heures. Solange fronce les sourcils. Le consultant n'est pas encore là. Si, il l'est. Je sors ma tablette, ouvre le fichier de leur 8e proposition et le pose sur la table. Puis je sors ma carte de certification d'État, celle délivrée par la Commission nationale du patrimoine, et la pose à côté de la tablette. La carte indique T. Morel, consultant senior en restauration, niveau d'accréditation 5. Grégoire ramasse la carte. Sa main tremble légèrement. Il la lit 2 fois, puis me regarde. Vous? Solange se lève si vite que sa chaise tombe à la renverse. C'est absurde. Vous êtes menuisier. Vous travaillez le mobilier. Vous n'avez pas les titres pour, j'ai exactement les titres requis, dis-je calmement. Je détiens cette certification d'État depuis 18 ans. J'ai été consultant sur 47 projets de restauration dans tout le pays. Je suis l'une des 12 personnes qualifiées pour approuver des travaux de préservation du 19e siècle. L'homme aux cheveux gris de la veille fixe sa tablette, faisant défiler les pages frénétiquement. T. Morel Thomas Morel. Il utilisait son initiale tout ce temps. Confidentialité professionnelle, j'explique. La plupart des entrepreneurs n'ont pas besoin de savoir qui je suis. Ils ont juste besoin de savoir si leur travail respecte les normes. Grégoire frappe du poing sur la table. Vous avez rejeté nos propositions délibérément. C'est personnel. Non, c'est professionnel. J'ouvre le fichier sur ma tablette et j'affiche leur dernière soumission. Votre conception des fondations utilise du renfort en béton moderne dans une structure qui exige des semelles en pierre calcaire d'époque. Vous avez spécifié du bois traité sous pression pour les poutres porteuses dans un bâtiment qui nécessite du bois de chêne ancien. Vous essayez de restaurer un morceau d'histoire avec des matériaux de magasin de bricolage. Je passe à la page suivante. Votre budget alloue 60% aux travaux cosmétiques extérieurs et seulement 20% à l'intégrité structurelle. Vous construisez une façade, pas une restauration. Le palais Montfort a 132 ans. Il mérite mieux que cela. Le visage de Solange est pâle. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous allons porter plainte auprès de la commission. Nous vous ferons retirer du projet. Allez-y, dis-je. Mais vous devriez savoir que je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour l'État et pour le bâtiment. Mon travail est de m'assurer que cette structure soit encore debout dans 100 ans. Votre travail est de prouver que vous pouvez y arriver. Léa se tient près de la porte, les bras croisés, observant. Elle essaie de ne pas sourire. Grégoire s'assoit lentement. Que voulez-vous? Je veux que vous fassiez le travail correctement. Nous pouvons réviser la proposition, faire appel à de nouveaux ingénieurs, changer les matériaux, c'est un début, dis-je. Mais il y a plus. Solange me regarde avec une haine pure. Que pourriez-vous vouloir de plus?
Je sors un dossier de ma sacoche. À l'intérieur se trouvent des contrats, des spécifications et des dessins d'architecture. C'est le projet de conception de Léa, celui qu'elle a réalisé pour son mémoire de fin d'études, une restauration théorique du Palais Montfort. Je pose le dossier sur la table. Léa Morel sera l'architecte principal sur ce projet. Elle me rapportera directement. Chaque décision de conception passera par elle. Chaque choix de matériaux, chaque modification structurelle, chaque ajustement de calendrier. Elle a l'approbation finale sur tout, sauf la sécurité et l'exactitude historique. Ça, c'est mon domaine. Grégoire fixe le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Et si vous refusez, je reprends ma tablette et ma carte. Je rejette la proposition numéro 8, la 9, et toutes celles que vous soumettrez ensuite. Je marche vers la porte, puis m'arrête et regarde en arrière. Vous vouliez que Léa fasse partie de l'héritage familial. Voici votre chance. Travaillez pour elle. Il signe les contrats 3 jours plus tard. La signature de Grégoire trahit sa colère. Le stylo a appuyé si fort qu'il a failli déchirer le papier. Solange ne signe rien. Elle reste assise au bout de la table de conférence, fixant la fenêtre. Léa lit chaque page avant de signer. Elle est méticuleuse, biffant des clauses, ajoutant des amendements, paraphant les changements. Quand elle a fini, elle fait glisser la pile de papier vers Grégoire. Une dernière chose, dit-elle. Grégoire lève les yeux, épuisé. Quoi encore? Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour le bâtiment et pour mon père. Si vous interférez avec mes décisions, si vous essayez de rogner sur les coûts ou de précipiter les délais pour économiser de l'argent, je m'en vais. Et il s'en va aussi. Compris, marmonne Grégoire. Ils ne discutent pas. Les 2 mois suivants sont intenses. Léa et moi travaillons depuis mon atelier, le même espace où je lui ai appris à lire des plans quand elle avait 12 ans. Nous étalons ses dessins sur les établis, les comparons aux archives historiques, ajustons les mesures au millimètre près. L'équipe de Beaumont et associés envoie des mises à jour chaque semaine. Rapport d'avancement, commande de matériaux, planning des sous-traitants. Léa examine tout, renvoie des révisions, rejette tout ce qui ne respecte pas les normes. Grégoire tente de protester 2 fois. Une fois pour le calendrier, une fois pour le budget. Les 2 fois, Léa le remet à sa place avec des justifications techniques si détaillées qu'il ne peut pas argumenter. Je la regarde le gérer avec la même précision calme qu'elle utilise pour ses calculs de charge. Solange, quant à elle, tente une approche différente. Elle invite Léa à déjeuner, puis à un gala de charité, puis à un dîner de famille dans leur domaine. Léa décline tout. Ils n'ont toujours pas compris, dit Léa un après-midi en enroulant un jeu de plans. Ils pensent qu'il s'agit de pardon ou de réconciliation. Ce n'est pas le cas. C'est un travail. Quand ce sera fini, nous en aurons fini avec eux. Tu ne leur dois rien, lui dis-je. Je sais. Mais je dois quelque chose au Palais Montfort. Il mérite d'être restauré correctement. C'est la seule raison pour laquelle je suis là. À 6 semaines du début du projet, Grégoire appelle pour une réunion d'urgence. Un problème concernant l'excavation des fondations. Léa et moi nous rendons ensemble sur le site. Le bâtiment est entouré de grillages et d'engins de chantier. L'extérieur est couvert d'échafaudages. Des ouvriers en casque se déplacent avec des outils. Grégoire nous retrouve à l'entrée. Il a l'air stressé, sa cravate desserrée, les manches retroussées. Nous avons un problème, dit-il en nous guidant à l'intérieur. L'intérieur est éviscéré, il n'y a que des murs nus et des poutres apparentes. Les fondations. C'est pire que ce que les études indiquaient. Nous allons avoir besoin de renforts supplémentaires. Les coûts viennent de grimper de 2 millions. Léa marche au centre de l'espace, regardant les poutres du plafond. Montrez-moi le rapport d'ingénierie. Grégoire lui tend une tablette. Elle le parcourt en fronçant les sourcils. Ces chiffres ne correspondent pas aux tests de densité du sol du mois dernier. Nous avons fait de nouveaux tests, dit Grégoire. La composition du terrain est différente de ce que nous pensions. Je prends la tablette de Léa et lis le rapport. La société de test est une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler. Les données semblent fausses, trop pratiques,
trop parfaitement alignés pour justifier des réparations coûteuses. Qui a autorisé ces nouveaux tests? Je demande. Grégoire hésite. C'est moi. Nous avions besoin d'informations à jour avant de procéder. Sans consulter Léa ou moi. C'était urgent. Léa croise les bras. Laissez-moi voir les rapports de sol originaux. Ceux de l'équipe universitaire. Ils sont obsolètes. Montrez-les-moi. Grégoire affiche un autre fichier. Léa compare les deux rapports côte à côte, puis me regarde. La composition du sol n'a pas changé, dit-elle doucement. Ces nouveaux tests sont fabriqués. Quelqu'un essaie de gonfler le budget. Le visage de Grégoire devient rouge. C'est une accusation grave. C'est un problème grave, dis-je. Si vous falsifiez des rapports d'ingénierie pour justifier des dépassements de coûts, ce projet s'arrête immédiatement. Je n'ai rien falsifié. Éclate Grégoire. La société de test appartient à une filiale de Beaumont et Associés, termine Léa. Elle fait toujours défiler les données sur la tablette. Je viens de vérifier le registre du commerce. Vous avez engagé vos propres gens pour produire des données qui vous profitent financièrement. Le silence dans le bâtiment vide est total. Grégoire prend une inspiration. Écoutez, les fondations ont besoin de travaux. C'est vrai. Je voulais juste m'assurer qu'il y ait assez de budget alloué. En mentant aux consultants d'État qui supervisent votre projet? Je reprends la tablette. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est de la fraude. Je pourrais faire révoquer votre licence et mettre toute l'entreprise sur liste noire. S'il vous plaît, la voix de Grégoire craque. Cette entreprise est tout ce que j'ai. Mon père l'a bâtie. Mon grand-père avant lui. Alors laissez-la échouer honnêtement, dit Léa d'une voix dure. Mon père m'a appris qu'une structure n'est solide que si ses fondations le sont. Cela inclut les fondations de votre façon de faire des affaires. Si vous ne pouvez pas construire cette restauration sur l'intégrité, alors vous ne méritez pas de la construire du tout. Elle marche vers la sortie. Je la suis. Derrière nous, Grégoire appelle, Léa, attends. Nous pouvons réparer ça. Je vais licencier la société de test. Nous utiliserons les données originales. Nous ferons ça bien. Léa s'arrête sur le seuil, mais ne se retourne pas. Vous aviez votre chance de bien faire la première fois. Et la deuxième. Et la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième fois que vous avez soumis des propositions à mon père. À chaque fois, vous avez choisi le profit plutôt que les principes. Elle se retourne pour lui faire face. Ce projet continue à une seule condition. Vous transférez 40% des parts de Beaumont et Associés à mon nom. Pas comme un cadeau, mais comme paiement pour avoir réparé 20 ans de votre incompétence. Et vous démissionnez de votre poste de PDG. Je trouverai quelqu'un de qualifié pour diriger l'entreprise, quelqu'un qui sait ce que signifie l'intégrité. Grégoire la fixe. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis on ne peut plus sérieuse. Signez le transfert des 40% d'ici vendredi, ou je pars. Et quand je pars, mon père part aussi. Et quand il part, votre entreprise meurt. Elle s'en va. Je reste assez longtemps pour voir le visage de Grégoire alors qu'il réalise qu'elle pense chaque mot. Puis je la suis au soleil. Grégoire signe les papiers le jeudi après-midi. 40% des parts transférées à Léa Morel. Poste de PDG vacant, avec effet immédiat. Solange n'assiste pas à la signature. Elle a déjà quitté la ville selon l'avocat de Grégoire. Léa engage son ancien directeur d'école pour diriger l'entreprise. Il est à la retraite, cherche un nouveau défi et il comprend réellement la préservation historique. En 2 semaines, il restructure toute l'opération. La restauration du palais Montfort continue, mais maintenant, ce n'est plus le projet de Beaumont et Associés. C'est le nôtre. 4 mois plus tard, le bâtiment est terminé. Fondation en calcaire d'origine, charpente en bois d'époque, maçonnerie restaurée qui ressemble exactement à ce qu'elle était en 1892. Chaque détail est précis, chaque mesure exacte, chaque matériau choisi pour sa longévité plutôt que pour son coût. La ville organise une cérémonie d'inauguration. Un samedi matin, le maire prononce un discours sur la préservation de l'histoire. La société historique remet un prix.
Les caméras des informations locales filment tout. Grégoire apparaît, se tenant à l'arrière de la foule. Il est plus mince que dans mes souvenirs, portant un costume qui semble trop grand pour lui. Il n'essaie pas de parler à Léa ou à moi. Il regarde simplement, puis part avant la fin de la cérémonie. Solange ne vient pas du tout. Après l'inauguration, Léa et moi marchons dans le bâtiment une dernière fois. Nos pas résonnent dans les halls vides. La lumière du soleil traverse les fenêtres d'origine, frappant les boiseries restaurées, les faisant briller. Maman aurait adoré ça, dit doucement Léa. Elle aurait été fière de toi. Léa passe sa main sur un cadre de fenêtre, sentant le travail artisanal. Tu sais ce qui est drôle? Ils ont passé 20 ans à penser que leur nom de famille les rendait importants. À penser que l'argent et l'héritage signifiaient quelque chose. Mais ils n'ont rien pu construire qui dure. Pas une seule chose. Elle me regarde. Toi, tu m'as construite. Tu as construit ça. Tu as construit une carrière que personne ne connaissait parce que tu n'avais pas besoin de reconnaissance. Tu avais juste besoin de bien faire le travail. Je ne sais pas quoi répondre à cela. Alors je ne dis rien. Nous marchons vers l'entrée. Sur le mur, il y a une plaque de bronze. Léa y a tenu. L'inscription indique « Palais Montfort, restauré en 2025 ». Architecte principal, Léa Morel. Consultant expert, T. Morel. Beaumont et Associés. Leur nom est listé en dernier, écrit en plus petit sur la plaque. À l'extérieur, le quartier a commencé à changer. De nouveaux commerces ouvrent dans la rue. Des gens passent devant le bâtiment, s'arrêtant pour le regarder, prenant des photos. La restauration a attiré l'attention sur le quartier, l'a transformé en quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Le téléphone de Léa vibre. Elle vérifie, puis sourit. Le directeur dit que 3 nouveaux contrats sont arrivés aujourd'hui. Des bâtiments dans d'autres villes qui ont besoin de travaux de restauration. Ils ont vu ce que nous avons fait ici. Nous, Morel et Associés. J'ai déposé les statuts la semaine dernière. Nous sommes officiellement une agence maintenant. Toi et moi. Architecture et restauration. Elle me montre l'enregistrement de l'entreprise sur son téléphone. Morel et Associés, cofondateurs, Thomas Morel et Léa Morel. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dis-je. Si, je l'étais. Tu as fait ça tout seul pendant 20 ans, construisant des choses, réparant des choses, t'assurant que l'histoire ne disparaisse pas. Il est temps que tu aies une partenaire. Une voiture s'arrête au trottoir. L'ancien directeur en sort avec un dossier. Il s'approche, me serre la main, puis celle de Léa. Le rapport d'inspection final est tombé, dit-il en tendant le dossier à Léa. Score parfait. La Commission nationale veut présenter ce projet dans sa publication annuelle. Léa feuillette le rapport, puis me le passe. Chaque catégorie est marquée excellent, chaque norme est dépassée. C'est le genre d'évaluation que la plupart des projets de restauration n'atteignent jamais. Il y a encore une chose, dit le directeur, l'air légèrement mal à l'aise. Grégoire de Beaumont m'a contacté ce matin. Il veut vendre les 60% restants de l'entreprise. Il déménage dans le sud, il veut repartir à zéro. Tant mieux pour lui, dit simplement Léa. Il a demandé si vous seriez intéressé pour les racheter. Léa me regarde. Je sais ce qu'elle pense. Nous pourrions posséder toute l'entreprise, contrôler chaque projet, chaque décision, bâtir le genre d'agence de restauration qui fait réellement les choses bien. Non, dit Léa. Gardez les publics. Vendez les parts à des organisations de préservation, à des sociétés historiques, à des gens qui se soucient vraiment du travail. Transformez cela en quelque chose qui ne peut pas être corrompu par l'ego d'une seule famille. Le directeur hoche la tête lentement. Je vais faire le nécessaire. Il s'en va. Léa et moi restons là, regardant le bâtiment que nous avons restauré ensemble. Le bâtiment qui porte notre nom, notre travail, notre standard de ce qui compte. J'ai toujours le carton de la remise des diplômes dans mon atelier. Beau-père non diplômé, tuteur temporaire. Je l'ai gardé comme un rappel, non pas de l'insulte, mais de la façon dont les gens peuvent se tromper lorsqu'ils mesurent la valeur avec les mauvais critères. Léa passe son bras sous le mien. Allez, papa. On a 3 nouveaux projets à examiner,
et je suis presque sûr qu'au moins l'un d'eux va avoir besoin de ton approbation en tant que consultant d'État. Nous marchons vers mon utilitaire. Le même véhicule que je conduis depuis 12 ans. Les mêmes chaussures de sécurité, les mêmes mains calleuses, le même costume de grand magasin suspendu dans mon placard pour le prochain événement important. Mais maintenant, quand les gens voient mon nom sur un bâtiment, ils savent exactement ce qu'il signifie. Pas temporaire, pas sans diplôme, juste quelqu'un qui a construit quelque chose de durable. Léa monte côté passager. On va où en premier? À la maison, dis-je. On examinera les contrats sur la table de la cuisine. Le même endroit où on travaille depuis toujours. Le même endroit où on construit tout, approuve-t-elle. Je démarre le moteur et m'éloigne du palais Montfort. Dans le rétroviseur, je peux le voir se dresser, solide et éternel. Un morceau d'histoire préservé pour les 100 prochaines années. Nous avons construit cela, et nous ne faisons que commencer.